Bon, je propose qu'on démarre parce que souvent on manque de temps et donc on a juste 1 heure. Donc déjà, je suis vraiment, je le répète, très heureuse de vous accueillir sur ce webinaire. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, pardon. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Carole Lambert, je suis associée et administrateur de Deloitte en France et Afrique francophone. Je suis membre du bureau élargi de Chapter Zero France et très investie sur les sujets de gouvernance et d'éthique appliquée depuis de nombreuses années. J'ai le plaisir d'être entourée de Julie Marie, qui est associée Sustainability de Loi de France et Afrique francophone, qui va nous faire partager les résultats d'une étude menée sur les 50 premiers rapports CSRD, avec un focus particulier sur ce que ces rapports ont à nous dire des pratiques en matière de gouvernance de durabilité et de communication de marché. Ce sera la première partie de ce webinaire. Je suis aussi avec Dr Marie-Hélène Rigal, présidente du comité d'audit de Soprasteria, groupe bien connu du digital, coté au SBF 120, vice-présidente de Chapter Zero France et membre des clubs ESG et président de comité d'audit de l'IFA. Donc, avec nous en visio également, le docteur Antoine Sautenay, directeur du développement durable du groupe Michelin, qu'on ne présente plus, en charge de l'orchestration de la performance et de la gouvernance RSE, et nouvellement administrateur indépendant du groupe Ruby. Et je dois dire, cher Antoine, que les termes utilisés pour décrire votre fonction donnent immédiatement l'eau à la bouche. Nous y reviendrons car ils sont au cœur du sujet que nous allons traiter ce midi. Donc, le webinaire va être structuré en 3 temps. La présentation de l'étude par Julie, comme je viens de l'annoncer, une séance d'échange avec nos invités et un temps également pour vos questions que nous espérons tous nombreuses, que vous pouvez poser directement dans le chat Zoom classique. Voilà. Donc, Julie, the floor is yours. Merci Carole. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, peut-être certains l'ont vu, nous avons conduit un benchmark assez étendu sur les 50 premiers rapports publiés sous format CSRD. Et donc on a décidé de faire un focus un peu plus spécifique sur les enjeux de gouvernance. Donc parmi les entreprises qu'on a regardées, vous trouvez la liste sur le slide. Donc, il y a 15 secteurs représentés. Ce sont toutes des sociétés du CAC 40 ou SBF 120, puisque les premiers rapports publiés, CSRD. Pour cette étude, on a vraiment fait un focus sur la gouvernance au sens des ESRS et donc notamment les obligations de reporting sur la gouvernance donc 1 et 2 qui correspondent aux caractéristiques des organes de gouvernance, à la formation et donc qui comprend un peu au sens large vraiment ces enjeux sur la gouvernance et la façon dont sont gérés les enjeux de durabilité par la gouvernance. On a donc focalisé vraiment dans le cadre SRS et je pense que ce qui est intéressant, c'est de se redire quelle est la définition déjà de ces organes de gouvernance dans le cadre SRS, qui en fait, c'est les organes d'administration, de direction et de surveillance. C'est formulé de façon assez large et en France, on a considéré que ça désignait les conseils d'administration, les conseils de surveillance avec leurs comités spécialisés, ainsi que les organes de management tels que les directoires. C'est vraiment ça qu'on entend par organes de gouvernance dans toute cette étude. Voilà un peu pour le cas. Si on commence par regarder les caractéristiques des organes de gouvernance, en fait, telles qu'elles sont publiées, à chaque fois dans cette étude, on a vraiment regardé ce qui était publié par les entreprises. Donc, on s'est basé exclusivement sur des données publiques et présentées. Donc, ça veut dire que parfois, il manque des éléments, c'est simplement qu'ils étaient absents des documents. Donc, on voit aussi, donc peut-être avant d'aller dans le détail, que les entreprises françaises étaient extrêmement préparées à ces disclosures sur les enjeux de gouvernance de par le cadre réglementaire français. On a le code du commerce, le règlement de prospectus, le code AFEP-MEDEF, les recos AMF, la loi Copé-Zimmermann aussi, par exemple, sur la diversité, qu'on a essayé de matérialiser donc par les petits logos, les petits temples. Quand c'est un noir, c'est que la disclosure et l'information étaient déjà requises ou fortement recommandées par le cadre français. Quand c'est gris, c'était que c'était, par exemple, les expertises et compétences. Les expertises et compétences du conseil, par exemple, sont demandées, mais pas forcément en lien avec la durabilité. Et donc là, le cadre des ESRS est venu rajouter une obligation de reporting en plus.
Donc, dans l'ensemble, l'intégralité des entreprises ont publié ces caractéristiques des organes de gouvernance, ce qui n'est pas très surprenant avec ce que je viens de dire, et avec un très bon niveau de diversité, avec 47, enfin, très bon niveau, en tout cas au-delà des exigences de la loi Copé-Zimmermann, avec 47% de femmes dans les organes de gouvernance et 53% d'hommes. Donc, il y a encore une petite marche à franchir, mais on est dans la bonne direction. Si on regarde le nombre moyen, on est à peu près à 13 membres dans ces comités de gouvernance, avec un membre non exécutif. Ce qui est intéressant aussi, c'est une belle part des administrateurs indépendants, avec 64%, et 16% de part des représentants des salariés. Donc, ils peuvent être soit des actionnaires salariés, soit des représentants du personnel. On a regroupé ces deux catégories ici. Donc, avec des informations qui souvent étaient déjà présentes, et donc souvent dans le rapport de durabilité, en fait, les entreprises ont renvoyé à d'autres sections de l'URD, du document annuel, dans lequel étaient déjà présentées ces informations. Donc ça pose le cadre. On a aussi constaté que c'était assez peu dépendant de la forme juridique de l'entreprise, la façon dont elles sont organisées, que l'entreprise soit une SA, une SCA, une société étrangère ou européenne, ça n'a pas forcément fait beaucoup de différence. Si on regarde ensuite peut-être les rôles et responsabilités de ces organes. Donc, on a regardé plusieurs éléments. Le premier élément, c'est l'existence d'un comité dédié. Alors, on l'a appelé à la RSE, le SG, la durabilité, l'impact. Parfois, ils ont des noms un peu différents. On a regroupé sur la terminologie RSE, ESG. En tout cas, 52% des entreprises ont vraiment un comité dédié qui se réunit en moyenne 5 fois par an. Ça peut aller de 2 à 11 fois, donc pour vraiment traiter exclusivement de ces sujets de durabilité. Et on verra après les sujets qui sont en général traités. Ce qui est intéressant toutefois, c'est de constater qu'il y a beaucoup plus de comités que celui uniquement dédié à l'ESG qui sont concernés et qui sont sollicités sur les enjeux de durabilité. Donc en moyenne, on a compté plus de 2, parce qu'on est plutôt sur du 2,4 que moins de 2, avec un rôle très fort des comités d'audit et comités RSE qui se sont généralement regroupés de façon conjointe pour effectuer la revue du rapport de durabilité et des enjeux afférents. Donc, on a vraiment vu ce binôme qui a été extrêmement représenté dans 55% des cas, avec des réunions conjointes qui ont été mentionnées. Et après, il y a d'autres comités qui sont impliqués. On verra des exemples après. Par exemple, les comités d'investissement, les comités de nomination et des rémunérations qui vont aller regarder quelle est la part variable des rémunérations, par exemple, en lien avec les objectifs de durabilité. On peut aussi trouver des comités scientifiques. Donc, il y a une entreprise du panel qui a été jusqu'à 5 comités impliqués finalement de près ou de loin sur les enjeux de durabilité. Donc, voilà un peu pour ces responsabilités et qui traite de ces sujets-là. Quand on regarde peut-être maintenant quel est le rôle vraiment donné, en fait, il y a plusieurs typologies de rôles. On peut rester sur le slide, merci. La plupart des entreprises, 88%, ont vraiment eu un rôle de revue. Elles ont qualifié ça de la revue des éléments du rapport de durabilité. Une plus petite part, donc 10%, a été vraiment en contribution sur ce rapport et 2% ont mentionné une simple information. Par rapport à ces enjeux de durabilité. Donc, des rôles qui sont encore à dimension un peu variable. Avec quoi qu'il en soit, le comité d'audit qui a été impliqué à 80% et le comité RSE qui a été impliqué à 66% sur cette revue du rapport de durabilité. Avec le conseil d'administration qui parfois directement, sans ces comités, a aussi été impliqué dans ces revues. Donc, en tout cas, c'est des statistiques intéressantes puisqu'elles montrent vraiment ce qu'on avait pressenti avec la CSRD, que les enjeux de durabilité par cette obligation CSRD sont vraiment montés au niveau des boards de ces comités et pas uniquement dans le comité, mais généralement dans plusieurs comités. Donc, ce qui donne une place vraiment plus importante à ces sujets-là. Quand on regarde après vraiment quels sont les sujets qui ont été traités, on a à peu près 57% des plans de transition qui ont été revus par un comité dédié.
Donc, c'est quand même plus d'un sur deux, sachant que toutes les entreprises n'ont pas forcément un plan de transition. Et après, le sujet qui a été le plus traité par ces comités, en tout cas tel que ça a été déclaré, communiqué, c'est vraiment la double matérialité, la définition des IRO, les process de double matérialité. Il y a plusieurs terminologies différentes, mais ça a été aussi un des sujets phares traités par ces comités. On retrouve après des sujets tels que le contrôle interne, les politiques mises en place sur d'autres sujets comme le climat, le plan de vigilance ou la cartographie des risques, ESG. Donc, voilà un peu pour ces rôles et responsabilités. On a voulu aussi vous montrer peut-être un exemple d'une entreprise qui a communiqué de façon assez intéressante en la matière. Il s'agit de L'Oréal, donc voilà, qui montre par rapport au conseil d'administration quels sont les 4 grands comités qui traitent de la durabilité et comment ils en traitent, quel est le rôle vraiment de chacun en la matière. Et sur la droite, vous trouvez la liste des sujets, donc ici assez large, la liste de l'ensemble des sujets qui ont été traités par le conseil d'administration et ses comités en 2024, en lien avec la durabilité et même avec le lien avec les normes ESRS. Donc une belle pratique de transparence en la matière. On peut regarder ensuite ce qui a fait. Peut-être juste, oui. En fait, vous aurez tous les slides. Donc, pour ceux qui sont inscrits au webinaire, on vous diffusera. Il y a plus de slides, en fait. On a fait juste une sélection pour pas vous noyer sous les histogrammes. Mais vous aurez tout le détail, en fait, pour ceux qui sont inscrits. Vraiment, l'équipe a fait une très belle. Voilà. Merci beaucoup. Donc, en effet, vous aurez l'étude et nos contacts si jamais tout n'est pas clair. Donc, ce qui a été intéressant après pour nous de regarder, c'était les compétences des administrateurs en la matière de durabilité et les formations qu'ils ont pu recevoir. Ça fait partie aussi des éléments que les standards demandaient de publier. Quand on regarde les compétences, on a 73% des membres des conseils d'administration qui affichent des compétences en matière de durabilité. Donc, c'est quand même beaucoup. Avec quand même, quand on regarde après le détail des compétences, des sujets qui sont parfois un peu généraux. C'est vrai que le premier, c'est développement durable, RSE, ESG. Encore une fois, on a fait un peu commun de ces termes-là, qui est à 40%. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le développement durable étant tellement large entre des expertises climat, des expertises ressources humaines, droits humains, gouvernance, éthique des affaires. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément toujours bien ce qu'il y a derrière. Peut-être une recours pour l'année prochaine, c'est d'essayer d'être un peu plus précis sur la compétence spécifique des personnes. On retrouve ensuite le climat avec 34%, les politiques sociales, diversité et inclusion, 32%, la gouvernance, l'environnement, éthique des affaires, économie circulaire, ressources humaines, et après on tombe en dessous des 10% et on retrouve parfois des sujets qui peuvent être un peu plus spécifiques vraiment aux enjeux de l'entreprise. Mais donc, grosso modo, les entreprises ont vraiment joué le jeu de mentionner ces compétences. Elles ont en général donné les critères pour évaluer ces compétences, alors souvent liés à la fois à l'expérience professionnelle en général des personnes, parfois aussi l'expertise au sens formation, que ce soit formation académique, par exemple. Et donc, en tous les cas, on voit vraiment une bonne, en tout cas des progrès vraiment dans les compétences développées sur ces sujets de durabilité qui n'étaient pas forcément publics auparavant. Donc voilà un peu pour les compétences. On peut regarder aussi, alors on n'a pas le slide, mais si on regarde un peu la formation, c'est intéressant de voir que 82% des administrateurs ont reçu une formation relative à la RSE ou le SG durant l'exercice 2024, donc selon encore une fois les déclarations de ces documents, avec des formations. Alors la disclosure ici est quand même moins détaillée que les autres. C'est souvent un paragraphe assez court qui va expliquer de façon brève quels ont été les sujets, avec des enjeux qui remontent sur le climat, beaucoup, et après des formations souvent un peu généralistes sur la durabilité et la CSRD, parfois la déforestation, la biodiversité, l'éthique, l'économie circulaire, où on a pu retrouver l'eau également dans les formations qui ont été administrées. Donc voilà, un souci en tout cas d'avoir des organes de gouvernance à la fois compétents et formés sur ces sujets.
Et on peut regarder ici l'exemple de Michelin. Alors, c'était pas pour flatter Antoine, hein, on trouve que vraiment c'est une belle pratique du groupe de vraiment présenter la matrice des compétences des administrateurs. On retrouve les enjeux ESG sur la gauche par standard, les administrateurs et de façon quand même beaucoup plus précise que ce qu'on peut trouver ailleurs, quelles sont les compétences des uns et des autres qui sont utiles en lien avec les enjeux de durabilité de Michelin. Et sur la droite, on a des exemples de personnes où effectivement Michelin est venu étayer vraiment la façon dont ils ont jugé et estimé que les profils de cette personne permettaient de cocher la case de la compétence. Donc avec vraiment une transparence approfondie cette année sur les enjeux de durabilité. Peut-être un dernier focus, quand on parle de gouvernance, après, assez rapidement, on regarde aussi comment on va communiquer sur l'externe. Et on a profité pour faire un petit focus sur la communication ESG au sein du CAC 40 cette fois, avec 3/4 des émetteurs du CAC 40 qui ont communiqué sur des indicateurs ESG, donc dans leur communiqué de presse ou leur présentation analyste. C'est que pour nous, c'est aussi un message fort de se dire que cette communication extra-financière, même si j'aime pas le terme, je parle de durabilité, mais on l'appelle encore souvent comme ça, elle commence vraiment à être intégrée de plus en plus au sein de la communication tout court et donc quelque part du pilotage de la façon dont les entreprises communiquent sur leur modèle d'affaires, leur stratégie, leur performance. Avec des indicateurs qui sont encore majoritairement environnementaux. 60% des indicateurs communiqués donc au sein, donc on a regardé la présentation des résultats, donc c'est à 60% environnementaux, 50% social, et on a regardé aussi les présentations faites aux analystes. Donc sur les résultats, pardon, j'étais sur les communiqués de presse et la présentation aux analystes. À droite, ce sont les slides en général publiés lors de la présentation des résultats, avec 68% d'indicateurs environnementaux et 55% d'indicateurs sociaux. Donc pour nous, et vous trouverez d'autres éléments intéressants, mais un vrai progrès, une vraie avancée sur ces sujets pour arriver à lier davantage durabilité, finance et performance globale. Donc pour conclure, c'est une première année d'application qui a vraiment lancé la dynamique de la pleine intégration de la durabilité au plus haut niveau des groupes, que ce soit les conseils d'administration, les comités exécutifs. Et donc, en quelque sorte, c'est quand même déjà, on cherche le positif, hein, une mission accomplie pour la CSRD d'avoir réussi à vraiment élever le niveau de débat et de la prise en compte des défis des entreprises en la matière. On note aussi donc, des compétences renforcées sur les enjeux de durabilité. Pas toujours de manière explicite sur les capacités de transformation, les capacités de soft skills. Pour l'instant, on est sur vraiment des capacités de hard skills et d'expertise sur les sujets, mais qui sont aussi nécessaires. Donc, à voir après comment on peut évoluer aussi sur d'autres types de compétences. Et donc, la communication externe, enfin, je viens de le souligner, qui a été vraiment revalorisée avec des critères ESG beaucoup plus présents, également en demande aux attentes des investisseurs. Donc là, voilà, c'est le bilan de la première année. Donc, on attend maintenant avec hâte la deuxième année et les suivantes pour voir comment, outre le fait d'élever le débat au sein des organisations et le fait de communiquer davantage dessus, comment ça aura pu être décisif dans la prise en compte réelle par les entreprises au sein vraiment de leur organisation des nouveaux enjeux de durabilité qui vont pu ressortir et comment ça peut influencer véritablement la transformation des modèles d'affaires. Bravo. Merci beaucoup. Merci Julie. Alors, tout de suite, moi, j'ai très envie de demander d'abord à Marie-Hélène et puis ensuite à Antoine. Donc, en tant que présidente du comité d'audit d'un groupe du digital, vous en pensez quoi? Merci Carole. Déjà, peut-être bonjour à toutes et à tous, et puis merci Julie et votre équipe pour avoir fait ce focus sur le sujet de la gouvernance. Alors, de ma fenêtre, effectivement, Sopra Steria Group, je dirais j'ai vu 3 dynamiques cette année avec l'arrivée de la CSRD, cette première année, qui sont connectées, positionnées et priorisées. Donc, peut-être rappeler que Sopra Steria Group est engagé depuis de très nombreuses années dans ces questions de durabilité. Donc, le conseil d'administration avait déjà en discuté déjà. Et les 3 comités, puisqu'il y a 3 comités, étaient concernés. Donc, ça veut dire le comité qui s'occupe de RSE, qui est un comité hybride,
qui lui traitait des sujets d'orientation de plan d'action et puis de la DPEF. Le comité des rémunérations, puisqu'il avait été introduit des critères de durabilité, émissions de gaz à effet de serre et diversité dans la rémunération variable du directeur général. Et le comité d'audit, au titre de deux de ses missions, l'une qui est la supervision des risques, puisqu'on va au-delà des seuls risques comptables et financiers, donc on regardait les risques liés à la durabilité. Et puis, au titre du suivi de la politique financière, en 2022, l'emprunt de 1 milliard d'euros qui avait été contracté par Soprasteria incluait des bonus-malus qui étaient indexés en fait sur des critères d'intensité carbone. Voilà, donc on en faisait tous un petit peu. Donc, quelque part, la CSRD, c'est une continuité, mais c'est un changement de nature pour moi. Et donc, connecter, parce que déjà, on a commencé à connecter des comités entre eux. On a révisé les chartes, et puis on a eu une réunion commune, comité d'audit et comité qui se traite de la RSE, pour finalement partager quelles étaient les orientations, la stratégie RSE, et avoir une formation très pratique de la durabilité, enfin la CSRD pour l'entreprise et quelle était sa démarche. Et ensuite, chaque comité a poursuivi de part et d'autre. Et finalement, c'était l'occasion de démultiplier les moments où on en a reparlé en conseil d'administration, puisque chaque comité reporte, et pas forcément au même moment. Donc, je dirais que c'est la deuxième connexion. Finalement, le conseil d'administration était très connecté à la CSRD. Ensuite, ça a été évoqué, une grande partie des discussions a tourné autour de la double matérialité. Et moi, ce qui me paraît important de dire, donc il y a une quarantaine de IRO, les impacts, risques et opportunités, et sur la quarantaine d'IRO, il y en a 10 qui sont des opportunités. Ce qui est, quand on fait un benchmark, c'est pas vraiment un benchmark, mais quand on regarde un peu ce que les autres dans le digital ont publié, et dans la moyenne, enfin tout en haut en fait de la partie haute. Et dans les thématiques, il y a deux thématiques spécifiques, dont une qui est le numérique responsable. Et donc, quand on parle de connexion, c'est que discuter de ces IRO a permis de connecter la partie risque avec les cartographies des risques et la gestion des risques habituels. Donc ça, c'est beaucoup comité d'audit, mais en conseil aussi. Et les opportunités, c'est un début pour connecter vraiment à de la stratégie. Voilà. Et dernière connexion que je voudrais évoquer, c'est que pour le comité audit, on a un nouvel interlocuteur périodique qui est la directrice RSE. Et donc, ça ouvre notre champ. De la même façon que dans les communiqués, nous, ça nous ouvre le champ aussi de nos interlocuteurs. Pour positionner, en fait, on avait posé carrément la question en comité audit aux équipes en leur disant, mais la CSRD, est-ce que ça vous a servi quelque chose? Est-ce que ça a servi quelque chose à l'entreprise? Et ils nous ont dit, oui, en fait, deux choses. Recontextualiser et le positionnement de chacun de ces enjeux RSE pour le groupe. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que nous, gouvernance, on a aussi bénéficié de ces nouvelles analyses. Voilà. Et pour aller très vite, mais en fait, quand même, positionné, on a beaucoup parlé CSRD, et peut-être un peu trop, ça ce serait le bémol. Sur les 8 réunions du comité d'audit en 2024, il y en a eu quand même 5 qui ont parlé CSRD, dont 2 spécifiques. Enfin, j'inclus la formation pratique dedans. Et dernier point sur prioriser. Alors, en fait, indépendamment de la CSRD, c'était prévu que Soprasteria allait présenter lors de l'AG sa stratégie climat. Pour autant, la CSRD a poussé finalement à formaliser ce qui existait par ailleurs, mais qui n'était pas formalisé en un plan de transition climat. Ça, je trouve que ça montre bien des priorisations. Et la deuxième chose, parce que quand même, ça a pu être très lourd, les rapports de durabilité, et quand on les a vus arriver avec les redondances, évidemment, le réflexe de tous les comités et du conseil, ça a été, est-ce qu'on peut aller à l'essentiel? Voilà, donc, mais tout n'était pas possible comme on le souhaitait. Voilà, donc je dirais en fait, pour moi, c'est vraiment un point de départ cette année. On sait que tous ces équilibres vont évoluer, que ce soit les discussions dans les conseils d'administration, les sujets, et que quand même, il y a une chose qui me paraît importante, c'est de se dire que même si c'est un reporting, je crois que c'est Victor Hugo qui disait que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, donc on n'oublie jamais ce qu'elle est le fond. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ce témoignage. Antoine, Antoine Sautenay, donc vous êtes vous dans la partie exécutive, hein, on vous interroge pas encore sur votre mandat d'administrateur qui est récent, et donc vous êtes en charge de l'orchestration, j'adore ce terme, de la performance, la
gouvernance RSE, donc dans ce groupe Michelin que tout le monde connaît, iconique de nos fleurons français. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Oui, alors effectivement, je vais prendre cette casquette du côté de l'entreprise et pas comme administrateur indépendant. Pour remercier d'abord Julie aussi sur l'étude. Je crois que ce qui a été dit au départ, qui est important et qui marque aussi une entreprise comme Michelin, c'est que beaucoup était fait auparavant. Autrement dit, on n'a pas, d'un certain point de vue, attendu la CSRD, notamment sur les questions de gouvernance, avec cette singularité qui est Michelin, qui est une société en commandite, et donc un conseil de surveillance, où il y a des spécificités dans l'attribution des rôles et des fonctions de chaque comité. Donc il y a quand même un élément de passif important qu'il ne faut pas mettre de côté, et je crois que c'est un point important, même si en termes de transparence, on l'a vu, ça nous a permis de mieux identifier les compétences de chacun en fonction des ESRS. Donc il y a des éléments d'amélioration, mais je pense qu'il y a des éléments de fond qui étaient déjà présents. Alors peut-être en quelques mots, je crois que le bilan, il est en fait assez contrasté. Je vais commencer par les éléments négatifs pour arriver vers le positif qui prédomine. Je pense que l'élément positif est le plus important. Comme l'a dit Marie-Hélène, c'est une première année, c'est un point de départ. Simplement, le bilan est contrasté et en négatif du point de vue de l'entreprise qui a vraiment rédigé, qui était la cheville ouvrière du rapport de durabilité. C'était quand même un exercice extrêmement complexe et très lourd à mener, aussi difficile à écrire que pénible à lire, je crois. Je crois que les deux se nourrissent l'un et l'autre. Mais ça a demandé beaucoup d'allers-retours entre les rédacteurs de chaque chapitre qui correspondent aux ESRS et les différents comités, donc comité d'audit principalement, mais aussi comité RSE, avec un élément extrêmement important qui était la réunion conjointe. Marie-Hélène l'a nommé également pour Sobrasteria. De la même manière pour Michelin, il y a une réunion très, très importante conjointe entre comité d'audit et comité RSE, j'y reviendrai, mais en tout cas beaucoup d'allers-retours et une complexité inhérente à la structure de la CSRD assez lourde, donc un exercice assez complexe avec toujours le même schéma, ambition, plan d'action, métrique, indicateur, qui rend un peu, en tout cas assez peu agile, la manière de réfléchir les enjeux de durabilité. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. Et puis peut-être quelque part une forme d'artificialité, c'est-à-dire que pour avoir rédigé le rapport dans la partie gouvernance de durabilité, on ne réfléchissait pas en termes d'IRO auparavant. Donc il a fallu quelque part reconstituer la réalité des débats et des sujets qui ont été présentés en comité RSE ou en comité d'audit sous le filtre des impacts, risques et opportunités. Et donc quelque part, il y avait forcément des éléments de reconstitution un tout petit peu artificiels de la réalité des débats qui sont déroulés au cours de l'année. Donc voilà, il faut juste avoir ça en tête parce que ce sont des éléments qu'il faut bien prendre en compte et parfois des éléments qui ne sont pas dans le rapport de durabilité parce qu'on a considéré que ce n'était pas des enjeux matériels. Pour Michelin, on a fait un choix assez sélectif, il faut l'avoir en tête peut-être, mais nous avons fait un choix de 26 impacts, risques et opportunités. Donc un choix sélectif, un nombre d'enjeux matériels, Gilles le sait bien, mais assez réduit. Donc il peut arriver que dans le comité RSE, on ait abordé des sujets qui ne sont par ailleurs pas forcément abordés dans le rapport CSRD. C'est un choix éditorial et qu'on assume complètement. Après, évidemment, il y a des éléments très positifs. J'en citerai deux, un interne et puis un externe en relation avec le conseil de surveillance. Le premier élément extrêmement positif, c'est que ça nous a permis en interne de trouver la bonne articulation entre les organes de gouvernance, je dirais, exécutifs de Michelin et le conseil de surveillance. Notamment, on a constitué au cours de l'année des moments importants qu'on a nommés autour de la gouvernance finance durable avec le co-gérant du groupe, donc Yves Chapeau, qui nous a permis de cadencer la structuration du rapport CSRD, chapitre par chapitre, qui nous a permis vraiment de faire la revue, la relecture extrêmement détaillée, donc des séances de 4 heures avec le gérant qui ont vraiment permis de structurer l'approche et d'être très en détail sur chaque dimension. Donc ça a beaucoup de vertus parce que nous a permis vraiment de structurer cette gouvernance finance durable et l'articulation avec le comité d'audit et le comité RSE. Donc ça a vraiment beaucoup de valeur. Et le deuxième élément, c'est principalement, je crois que c'est un élément de cadrage, en fait, la CSRD vis-à-vis du conseil de surveillance. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que pendant la réunion conjointe comité d'audit, comité RSE, ça nous a permis en 1 heure et demie d'avoir une slide par ESRS
climat, biodiversité, eau, pollution, économie circulaire, droits humains, etc. Et nous a permis vraiment de capter les messages clés par ESRS. Et donc, c'est extrêmement vertueux parce que ça oblige à la synthèse et aussi à mettre des chiffres. On est quand même dans cet alignement entre le reporting de durabilité et le reporting financier. Et donc, mettre des chiffres, mettre des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, mais d'avoir en une slide les messages clés avec des éléments quantitatifs, permet quand même fondamentalement de cadrer et de nourrir la réflexion pour demain sur ce que doit être la durabilité. Donc ça, c'est une bonne pratique qui a vocation à perdurer dans le temps. Et là aussi, demain, comme administrateur indépendant de Ruby, c'est un point clé, c'est de pouvoir avoir des chiffres qui permettent vraiment de nourrir la réflexion au même titre que le reporting financier. Donc on a cet alignement qui commence à se mettre en place et ça, c'est très vertueux. Super, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est même plus qu'intéressant, c'est vraiment fondateur, même presque comme propos. J'aurais une deuxième question et qui va revenir un peu, bon, le temps nous est compté, mais qui va revenir un peu pour retrouver finalement le sens de la CSRD et pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça. Et donc je vais vous la poser à tous les trois en fait dans vos différents rôles et au fond, est-ce que cet exercice de la CSRD a permis ou commence à permettre à nous permettre d'y voir plus clair sur la capacité des groupes, de vos groupes, à réussir à tenir les engagements qu'ils ont pris, notamment en matière de décarbonation, mais pas que, hein, puisqu'on sait aujourd'hui que les problématiques du climat, de la biodiversité, de l'accès aux ressources, mais aussi de la pollution sont liées. Donc la liste est relativement longue. Marie-Hélène, peut-être un point de vue que vous élargirez à celui de Chapter 0 pour... Voilà. Très bien, je vais partir de Soprasteria, puis je vais élargir. Alors peut-être revenir, mais c'est important, sur le fait que quand vous êtes dans une entreprise qui est engagée de longue date, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait et il ne faut pas minimiser, enfin ou plutôt il faut vraiment garder en tête que c'est très long de mettre en place des dispositifs, je ne parle pas de CSRD, mais des dispositifs de durabilité avec des actions, avec des données fiables aussi, parce que la question de la collecte des données est quand même absolument clé pour que le reporting, au final, traduise une vraie réalité. Et ce qui m'a paru intéressant dans la CSRD, et ça répond en partie à votre question, c'est aussi de voir que ça a été un moteur d'impliquer beaucoup plus vraiment d'impliquer les équipes, et pas que les équipes RSE. Ce qui est quand même un élément important quand on veut exécuter un plan. Pour autant, si je rentre de manière un peu dans le détail, mais avec des ordres de grandeur, juste pour faire toucher du doigt, et sur le plan de transition climat de Soprasteria Group, si je prends 1000 tonnes de équivalent CO2 comme étant l'unité, le scope 1 et 2, c'est 3. Le scope 3, c'est 300. Donc, il y a un facteur 100. Dans le scope 3, c'est plus de 80% d'achats. Et dans tous ces achats, 40% des émissions de gaz à effet de serre, c'est lié à des achats informatiques, donc du matériel et des services du style hébergement. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que le plan à 2030, où c'est une réduction de 25% par rapport à 2019, il y a des jalons et je dirais il n'y a pas trop de doute sur la capacité normalement de l'entreprise d'y aller. Par contre, on voit bien que le plus gros reste à faire après. Et que ça dépend qu'en petite partie de l'entreprise. Et donc ça, c'est le cas de Soprasteria, mais c'est en fait un cas très, très général. Et donc, du coup, le défi, finalement, il est immense si on prend un horizon un peu plus long. Et ce que ça veut dire, c'est qu'une réussite, c'est pas qu'une entreprise, ça va être un écosystème. Et ça, c'est mon deuxième point, c'est de dire que la transformation, elle est systémique et qu'une entreprise ne pourra pas tout faire seule, et donc elle ne pourra pas transitionner seule. Donc, je vais prendre deux exemples simples. Une très grosse entreprise qui fait des appels d'offres avec des critères de durabilité va avoir un impact énorme sur toute sa chaîne de valeur. À l'inverse, le plan de transition ne peut se faire qu'avec des fournisseurs et ses clients dans cette logique de co-construction et d'innovation et dans une logique sectorielle qui va être clé. On ne va pas pouvoir faire basculer une entreprise toute seule. Et puis ça va au-delà. L'exemple que je vous ai donné sur les fournisseurs de services informatiques, aujourd'hui, c'est carrément une question européenne. Et ça va bien au-delà du climat aussi, puisque c'est des questions de souveraineté. Voilà. Et juste pour terminer sur cet aspect d'écosystème, il y a aussi un rôle extrêmement important des investisseurs, parce que quelque part aujourd'hui,
Ne pas faire, c'est finalement est peut-être plus risqué que faire, mais il faut avoir les outils pour pouvoir faire des investissements à long terme, ce qui n'est pas toujours évident aujourd'hui dans la finance durable. Et dernière chose, pour revenir sur les conseils d'administration et la réussite de la transition, c'est qu'il va falloir vraiment avoir une capacité à voir loin pour arriver à projeter l'entreprise dans un monde qui va être profondément différent. Rapidement, c'est Alexandra Palt du WWF qui disait c'est la nature qui va écrire l'histoire. Et de manière concrète, si on prend le Global Risk Report 2025 du World Economic Forum, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans le top 5 des risques à 10 ans, ce sont que des risques environnementaux. Avec le premier, c'est les événements extrêmes climat. Mais si vous regardez la biodiversité, à 10 ans, il est deuxième. En 2009, il était 35e. Et dans la vision à 2 ans, il est 8e. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui ne peut que s'aggraver parce qu'on ne fait qu'augmenter des stocks de carbone qui ont un impact direct. Tout ça pour dire que donc, le monde va être très différent de celui d'aujourd'hui, même si finalement les jours qu'on est en train de vivre peut-être nous donnent un avant-goût de ce qui risque de se produire de manière beaucoup plus fréquente et intense. Voilà. Et d'ailleurs, donc ce côté nature et climat, vous savez, donc les chapters et Chapter Zero France ont des fondamentaux qui sont des principes d'une bonne gouvernance climat qui sont en train d'être vus pour être une bonne gouvernance climat et nature. Donc tout ça pour dire que finalement, dans les conseils d'administration, il faut aujourd'hui déjà commencer à se poser la question et dans 10 ans, et voire plus loin, quels vont être les besoins critiques à ce moment-là, et dans ce monde si différent, quelles vont être les contributions de l'entreprise qui ne pourront pas être les mêmes qu'aujourd'hui. Et c'est une question de scénario. Parce que finalement, derrière tout ça, c'est bien une compétitivité dans la durée qui est en jeu. Merci beaucoup Marie-Hélène. Antoine? Oui, alors, effectivement, j'ai un point de vue peut-être un peu plus nuancé. La première chose, c'est que sur beaucoup d'éléments, en fait, sur l'essentiel, la CSRD n'a pas apporté de complément de fond. Par contre, elle n'a du sens que si elle dépasse le reporting. En réalité, la CSRD doit être un levier de transformation, ce qui n'était pas auparavant le reporting. Est-ce qu'on y arrive? On n'y est pas encore tout à fait. Pour prendre concrètement Michelin, typiquement sur les questions de climat, on n'a évidemment pas attendu la CSRD pour avoir une feuille de route décarbonation, on a des engagements SBTi, bref, on est en ordre de marche. Simplement, on peut dire que la CSRD a permis d'harmoniser des structures de reporting relativement identiques qui permettraient la comparabilité. Donc ça, c'est positif. À la nuance près néanmoins que quand on essaie de comparer, c'est en fait assez compliqué. Hein. On a fait cet exercice-là. Il faut quand même en fait connaître assez finement les entreprises pour les comparer. Je prends un exemple très concret. Si vous comparez les feuilles de route de décarbonation de Michelin d'un côté et de Continental de l'autre, qui est aussi un producteur de pneumatiques. En fait, les feuilles de route ne sont pas les mêmes, elles sont assez peu comparables, même s'il y a des chiffres objectivables. La réalité, c'est que Continental ne fait pas que des pneumatiques, c'est aussi des sous-traitants automobiles d'un point de vue plus général. Le lecteur lambda ne le sait pas forcément. Deuxième élément, Michelin est très intégré, c'est-à-dire que nous, on produit aussi notre caoutchouc synthétique, ce qui n'est pas neutre en termes d'émissions de CO2. Ce n'est pas le cas de Continental ou de Pirelli. Et donc, ça demande quand même une connaissance très fine des entreprises pour essayer d'imaginer une comparabilité des performances. Donc, je mets à part cette nuance, mais on voit que, théoriquement en tout cas, il y a une vertu à ce que, même s'il n'y a pas de progrès intrinsèque lié à la CSRD, on puisse comparer les performances climat avec un plan de transition qui soit harmonisé pour l'ensemble des entreprises. Par contre, l'élément qui nous a vraiment été utile, je crois, c'est au fond les bienfaits de la double matérialité. Parce qu'en réalité, avec la double matérialité, notamment cette vision de l'impact de l'entreprise sur l'environnement et sur la société, eh bien, il y a des sujets qui ont été identifiés, que nous connaissions, qui étions dans le radar, mais qui nous ont permis vraiment, avec la CSRD, de structurer, d'explorer. Et en fait, là, on est aujourd'hui dans cet art d'exécuter des sujets que nous sommes en train de percevoir différemment. Je prends un exemple, c'est la question de l'eau. Sujet, pour le moins, un des plus critiques sans doute, qui relève finalement du droit à opérer pour une entreprise, même si on n'est pas des très gros consommateurs d'eau. Eh bien, auparavant, avant la CSRD, on avait une vision uniquement des prélèvements en eau. Avec la CSRD, ça nous oblige à réfléchir en termes de consommation d'eau. Et donc, ça nous permet de réfléchir autour des rejets en eau. Et donc, par conséquent, demain, quelle est la stratégie d'un groupe comme Michelin
sur non plus que la quantité, mais la qualité de l'eau et comment on pense la question de la gestion durable de l'eau à l'échelle des bassins versants. Donc on voit que ça ouvre un sujet qui nous permet de le mettre sous un angle beaucoup plus stratégique demain pour piloter une transformation durable de l'entreprise sur une thématique extrêmement transverse. Donc on est dans ces enjeux-là, et au fond, c'est une question de performance 3P, Profit, People, Planet. Est-ce qu'on y est encore? Ça va prendre un petit peu de temps pour mettre tout ça en ordre de marche. Il a fallu un demi-siècle pour le reporting financier de fonctionner. Donc, mais voilà, on va bien sûr prendre le temps nécessaire pour articuler tous les éléments et faire en sorte que ça devienne des éléments de performance plus globalement. Merci beaucoup Antoine de cette contribution tout à fait intéressante parce que justement on voit bien l'exemple que vous avez pris de l'eau est effectivement pertinent. Julie, de ton point de vue d'auditeur de durabilité et peut-être aussi d'observatrice, enfin de rédactrice de l'étude. Oui, tout à fait, et casquette aussi de conseil pour d'autres entreprises. Je crois qu'effectivement sur les engagements des entreprises, dans l'ensemble, et en particulier quand on parle des premières entreprises qui sont soumises à la CSRD, c'est que des grandes entreprises qui avaient déjà des engagements assez forts sur les enjeux climat, et heureusement qu'ils n'ont pas attendu la CSRD pour attendre et pour prendre ces engagements. En revanche, je trouve ce qui est vraiment intéressant, et je vois deux volets, il y a des sujets sur lesquels ces entreprises-là étaient déjà matures, avec par exemple le climat, où la plupart des entreprises avaient quand même déjà un bilan carbone, scope 1, 2, 3 complet, ou en tout cas en voie de l'être, avaient déjà des ébauches de plan de transition, une target en général, dans beaucoup de cas validée LTI. En revanche, c'est vrai ce qu'a forcé entre guillemets la CSRD à faire, c'est vraiment d'étayer davantage ce plan de transition, d'aller plus finement dans l'ensemble des leviers de décarbonation, d'aller vraiment plus finement, par exemple, sur des ressources attribuées à ce plan de transition, que ce soit des ressources humaines ou que ce soit des ressources financières, et quelque part un peu par la logique politique, action, cible, métrique de la CSRD, qui est quelque part la façon dont on devrait bien gérer ces enjeux prioritaires au sein d'une entreprise, durabilité ou pas, en fait, à forcer un peu, à étayer, à argumenter, en fait, des engagements qui étaient parfois, en tout cas dans la communication, parfois il y avait des choses en entreprise mais qui n'étaient pas communiquées, mais là on a vraiment des arguments et une transparence beaucoup plus importante pour arriver à comprendre véritablement où on sent les entreprises par rapport aux engagements qu'elles ont pris. Et notamment sur la partie ressources financières, on constate qu'il y a quand même encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément à même de publier de façon encore très précise les plans de CAPEX, les ressources, l'impact. Alors, après, il y a aussi des notions de confidentialité, de sensibilité de l'information, mais on trouve encore peu d'informations étayées sur ces aspects-là. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et le climat est un exemple fort d'informations bien plus qualitatives, à mon sens, dans le reporting externe. Après, ça a été un accélérateur, je trouve aussi, en mettant le doigt, je trouve, sur certains sujets qui étaient un peu des angles morts. Antoine a mentionné l'eau, où je parle, alors qui était déjà traité, mais où là, ça oblige à aller plus loin sur la bonne compréhension, la bonne mesure du sujet, et en tout cas plus complète pour avoir un traitement après approprié. On peut aussi penser à la biodiversité, où ça a forcé quand même les entreprises à aller un cran plus loin dans l'analyse, dans l'étude de leurs enjeux de biodiversité. On peut penser aussi à la pollution et aux substances préoccupantes qui ont permis quand même à plusieurs entreprises d'initier véritablement des process à mettre en œuvre. Alors c'est long, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas voilà, d'initier des démarches un peu plus approfondies sur certains de ces sujets. Donc, je trouve qu'à la fois sur les thématiques et sur l'expertise, ça a permis aussi de voir, grâce à la double matérialité, en fait, ce sujet-là, il est quand même vraiment très matériel et je suis peut-être pas là où j'aimerais être en fait en termes de maturité là-dessus. Et après, ça a aussi vraiment fait grandir, je trouve, les entreprises en termes de process. En fait, je pense que avant l'année dernière, on avait quand même très peu entendu parler de contrôle interne sur les métriques de durabilité.
Très peu d'audits internes aussi, de missions d'audit interne mandatées sur le reporting de durabilité. Ça permet aussi aux entreprises de se reposer les questions sur les outils. Alors certains sont déjà très bien outillés, mais d'autres quand même en profitent pour se reposer la question. Et donc tous ces process pour en quelque sorte faire en sorte qu'on ait une donnée robuste, une donnée fiable sur laquelle après on peut s'appuyer pour prendre des bonnes décisions par rapport à sa transformation. C'est vraiment ces process qui sont en train d'être, donc on a eu les premières étapes, mais qui sont vraiment en train d'être encore renforcés pour arriver vraiment à faire en sorte que la transformation elle soit au bon niveau, qu'elle soit argumentée, qu'elle soit documentée et qu'elle s'appuie sur les bons métriques. Donc je trouve que vraiment on a vu l'amorce de transformation. Et donc, ce sera vraiment dans les années à suivre. Je pense qu'on bénéficiera pleinement de ce début de CSRD qui, il faut bien le reconnaître, a quand même parfois été un peu laborieux et peine encore en comparabilité parce que je pense que, comme disait Antoine, on est en première année. Donc, forcément, on manque encore de maturité collective pour avoir une convergence suffisante. C'est clair que nous qui avons l'habitude de très gros projets, type de projets de contrôle interne, de projets de etc., on sait très bien que la première année, effectivement, en fait, est très structurante et que dans les années 2 et 3, il y a un allègement, le travail continue et que c'est vrai que la première année peut être un peu perturbante pour l'organisation parce que, on fait rentrer dans un cadre, mais après ça va mieux. Il y a quelque chose dont, en fait, je trouve, dont je ne m'étais pas rendu compte et qui peut-être aussi peut expliquer pourquoi, même au niveau européen, il y a une petite différence avec nos voisins. C'est qu'en fait, la France a quand même bénéficié de tout le travail de la DPEF et finalement, on était quand même très en avance dans le reporting extra-financier. Enfin, ça fait très longtemps que les entreprises travaillaient sur ce sujet et qu'aujourd'hui, même si la marche a été élevée, elle n'est pas apparue comme infranchissable, comme ça peut être dans d'autres pays européens où il n'y avait pas du tout ou très peu, où le reporting extra-financier était moins mature, quoi. Alors, juste avant de donner on sait aujourd'hui qu'on est en pleine discussion sur l'évolution et sur Omnibus. Et moi, j'ai envie de vous demander, en fait, 3 vœux, alors chacun un. Si vous en aviez un dans ces discussions Omnibus, qu'est-ce que Marie-Hélène? Moi, il sera très, très simple, c'est que le résultat d'Omnibus garde quand même l'esprit initial, en tout cas l'intention initiale de la CSRD, qui était une vraie comparabilité sur des sujets importants pour les entreprises et pour permettre un financement de la transition. Antoine? Je dirais peut-être le mot stabilité. Effectivement, l'intention, il faut la conserver. Simplement, il faut trouver le meilleur équilibre entre l'intention et la nécessité d'être aussi pragmatique sur les moyens qu'on y accorde. Donc, c'est vraiment un équilibre et c'est la stabilité qui importe et ne pas changer la règle de manière beaucoup trop régulière, vraiment avoir quelque chose de stable dans le temps. Oui. Moi, j'aurais dit de garder ce principe, en tout cas conceptuel large, de double matérialité, de vraiment garder les yeux sur la priorisation des enjeux les plus importants. Et effectivement, on a pu se noyer un peu dans le détail de l'ensemble des data points en année mais en gardant vraiment cet aspect de priorisation via la double matérialité. Alors, sur les questions du chat, moi, j'ai envie de vous en poser une tout de suite qui doit concerner pas mal de personnes qui sont connectées. Comment ça se passe si on était vague 2? Je voudrais avoir une pensée, parce que là, on a parlé de L'Oréal, on a parlé de Michelin, on a parlé de Soprasteria. Mais il y a toutes les entreprises qui sont plus petites, il y a les vagues 2 et puis il y a derrière les vagues 2. Quel serait votre conseil, en fait, aujourd'hui, si on était vague 2? Comment. Vas-y. Pour moi, il faut se rendre compte que même les grandes entreprises, ça a été très, très court la mise en œuvre. Donc, pour moi, il est urgent de ne pas attendre de commencer donc, par l'essentiel, identifier ces enjeux matériels d'un point de vue impact, d'un point de vue financier, et de vraiment commencer par cette matérialité et commencer par le fond qui est vraiment de structurer, organiser l'entreprise pour se préparer à
paraître du reporting à venir. Après, je me lancerai peut-être pas tout de suite dans la lecture approfondie des autres ESRS. J'attendrai un petit peu de voir comment ça va être simplifié. Il y a éventuellement des normes qui s'appellent du VSMI, donc des normes pour les PME volontaires qui peuvent être une source d'inspiration pour commencer à regarder vraiment les KPI socles et les enjeux vraiment de base qui, on peut imaginer, resteront dans les normes. Il y a peut-être aussi peut-être une bonne pratique qui est l'exercice à blanc, en fait, qui permet d'aller qui peut être à un niveau d'intensité et un niveau de détail moins important, mais se mettre quand même en dynamique et de voir en fait là où on en est. Et quand même aussi peut être aussi une bonne pratique. Antoine, vous avez quelques conseils? Non, mais je crois que ce que dit Julie est absolument clé, c'est-à-dire que la bonne pratique, c'est quand même l'année de double matérialité. Autrement dit, la manière de prioriser les sujets. Donc ça, je pense que c'est le point de départ. Et après, sans doute, d'avoir un focus approfondi, parce que c'est la réalité du marché aujourd'hui en termes de maturité, d'avoir un focus sur les questions climatiques de manière très approfondie. Je pense que c'est les deux éléments clés pour commencer vraiment le travail, mais ne pas attendre est absolument déterminant. Donc ne pas attendre, voilà. Tu avais d'autres. Non, je rejoins effectivement sur le caractère essentiel et utile de la double matérialité. Autre question, au niveau du conseil, quels indicateurs, quel tableau de bord pour les conseils d'administration ou les comités? Antoine? Il faut reprendre vraiment ce qui apparaît dans le rapport CSRD, donc vraiment les KPI qui ont été sélectionnés en fonction de la double matérialité des IRO, d'avoir une vision synthétique, ESRS par ESRS, des indicateurs en valeur absolue, donc chiffrés en valeur absolue qui permettent année par année, donc on est une année un peu de transition, mais dès l'an prochain, on aura une vision de 2024, et donc il faut rester sur cette logique d'indicateurs en valeur absolue, de mettre des chiffres derrière les ESRS, même s'il faudra du temps pour établir une ligne et comprendre un peu les enjeux. Oui, je rejoins Antoine et en rajoutant, évidemment, il y a aussi la partie variable du directeur général où c'est pas forcément exactement le même indicateur, mais c'est dans le même esprit et voilà, pour moi, c'est le tableau de bord. Est-ce que vous avez déjà eu des réunions de travail un peu sur le tableau de bord 2020, parce qu'on est 2025 Nous, on attend un petit peu parce que là, c'est encore tôt et surtout, on va attendre aussi de voir un peu plus clair sur Omnibus, parce que ça va certainement influencer un peu les orientations, mais je ne sais pas, Antoine. Oui, on attend également un petit peu, mais cela étant, tout ce qui relève de la CSRD nous inspire beaucoup en ce moment pour réfléchir sur notre scorecard du groupe indépendamment de la CSRD. J'avais évoqué la performance 3P, donc pour Profit, People et Planète, performance de tout durable ou de durabilité. Eh bien, en fait, la CSRD nous amène à réfléchir cette scorecard du groupe. Donc, on est en train de voir comment on peut la modifier pour finalement capter les indicateurs sur lesquels nous avons le plus d'impact pour la société et l'environnement. Donc là aussi, on voit l'apport de la CSRD sur le groupe plus largement. D'accord, donc le travail a déjà commencé un peu quand même. Le travail a déjà commencé, oui, en anticipation. Julie, les questions, est-ce que tu as des questions? Donc, il y a une première question sur Omnibus et la simplification, et est-ce que cela va avoir des effets simplificateurs pour les entreprises qui ont déjà publié leur rapport de durabilité? Je peux peut-être la prendre. Donc, oui, Omnibus devrait avoir des effets de simplification également pour les entreprises qui ont déjà publié. Déjà sur la taxonomie verte européenne, là, on attend par un règlement délégué des simplifications à la fois sur le fond, sur un certain nombre de critères d'absence de préjudices environnementaux et sur la forme, sur la simplification de la façon de communiquer dès cette année. Et on attend les normes simplifiées, donc qui sont en cours de rédaction par les FRAG avant une rapide consultation au public qui devrait être finalement homologuée l'année prochaine. Mais donc dès la fin de l'année, on devrait avoir une vision de ces normes simplifiées, donc qui ne s'appliqueront pas théoriquement dès cette année, mais qui donneront quand même déjà, je pense, pour l'exercice de cette année, une idée de la direction à prendre et quand même des endroits où mettre ces efforts.
Il y avait une deuxième question sur l'importance d'appliquer la CS3D en même temps que la CSRD. La due diligence n'est-elle pas nécessaire pour les métriques qualitatives? Qui veut se lancer? Antoine? Oui, alors, il y aura de fait un écart en termes de calendrier, puisqu'en fait, on est plutôt sur 2027 maintenant pour le devoir de vigilance au niveau européen. Euh, donc oui, alors les deux se nourrissent l'un avec l'autre, la CSRD et la CS3D, même si elles ne répondent pas de la même logique. Et d'ailleurs, on pourrait souhaiter à terme un rapprochement entre les deux réglementations pour des mesures aussi de simplification. Mais c'est vrai qu'elles ne répondent pas tout à fait à la même logique au sens où le devoir de vigilance, et on connaît le devoir de vigilance depuis la loi française de 2017, est vraiment sur on va dire, un focus sur la question de la chaîne de valeur, au-delà d'ailleurs du rang 1 des fournisseurs, qui est un des débats majeurs de la CS3D. Ce qui est certain, en tout cas c'est la position de Michelin, c'est que on reste attaché à l'idée d'harmonisation au niveau européen de ce type de réglementation, parce qu'aujourd'hui on a une fragmentation très forte, et on a besoin de réfléchir ces sujets à l'échelle européenne, mais simplement de la même manière de trouver la bonne stabilité, le bon équilibre entre l'ambition et la simplification. Mais oui, les deux devront se nourrir, mais les deux devront surtout se rapprocher à terme, à moyen terme, en termes de contenu. Ça n'a rien de supplémentaire. Une autre. Non, je suis assez alignée avec ce qu'a dit Antoine. Aujourd'hui, il y a un décalage entre les deux. Et puis l'un est une obligation de moyens, l'autre de transparence. C'est ça. Donc et après, ça doit se nourrir. On va retrouver les zéros, donc on va retrouver des impacts dans la CS3D. La CS3D doit pouvoir nourrir effectivement l'analyse aussi de matérialité. Et aussi les deux en même temps, si on part de zéro, c'est compliqué. C'est compliqué. Je commencerai peut-être par parlant avant de. J'ajouterais peut-être aussi qu'il faut alors c'est toujours difficile parce qu'on a nos amis juristes qui sont très présents puisqu'il y a des aspects de responsabilité à la clé, mais c'est garder le sens aussi de ces réglementations en fait. Et pour garder le sens effectivement dans la liste, ça va dans le même sens justement que l'alignement en fait entre les deux, quoi. Est-ce que on n'a plus de questions? Eh bien, super. Eh ben, on arrive à 13h01. Voilà, on est parfaitement en ligne. Merci à tous ceux qui viennent de passer cette heure avec nous. Ne pas oublier de répondre au questionnaire qui vraiment nous est précieux pour orienter en fait la suite des travaux. Pour nos amis administrateurs, membres de Chapton Zéro France, sachez que nous allons poursuivre le travail avec les équipes de l'OAT pour encore aller plus loin en fait dans l'utilisation de ces rapports CSRD. Donc au moins ça donnera un sens à ceux qui les ont produits. On a idée de capitaliser pour cet hiver sur des huis clos, sur justement les groupes qui viendront parler de leurs expériences CSRD. Voilà. Et autres réjouissances. Merci à tous. C'est, je pense, le dernier événement de l'été, avant l'été pour nous. On vous souhaite un très bel été par avance et on se réjouit de vous retrouver à la rentrée. Merci à tous. Merci Antoine, merci Marie-Hélène et merci Julie et merci aux équipes de vote.